Super ton insecticide. Je me suis débarrassée de toutes les mouches qui étaient à la cuisine. Mon parfum au vide de... Ah, si, je te confirme, il est vide. Vos paupières sont lourdes. Ben non, je suis en pleine forme, j'ai bien dormi cette nuit. Vous n'entendez que le son de ma voix. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, vous vous endormez. 1, 2, 3. Ben non, ça marche pas, hein. Je comprends pas. Fut un temps, ça marchait. En Afrique, peut-être, mais pas ici. Des. Si 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, tu tombes sur mon hôtel, avenue de Breteuil. Tu me dois 36 000. Bah oui, mais je peux pas, regarde. De toute façon, t'as gagné, le jeu, il est fini. Hein. Non, mais tu peux me vendre ta gare. Là, comme ça, je te fais un prêt et après, tu me rembourses en plusieurs fois. Mais je vois pas l'intérêt de continuer à jouer si j'ai plus d'argent. Je vois pas l'intérêt de continuer à jouer si j'ai plus d'argent. Si tout le monde pensait comme toi en temps de crise, personne ne ferait plus rien. Hein. Oui, sauf que là, moi, je suis SDF. Il me reste qu'une vieille chaussure parce qu'on a perdu tous les pions et que t'as insisté pour avoir la voiture. Alors Non, mais bon. faut te battre, Cannelle. Ça peut te servir pour ta vie professionnelle. Mais ma vie professionnelle, je veux pas que ce soit le Monopoly. Je veux que ce soit la bonne paye. Ah, mais c'est super alors. Au moins, ça te changera de ta vie amoureuse où là, tu joues plutôt aux échecs. Et ben, c'est toujours mieux que de jouer au solitaire. Bah dis donc, t'as l'air énervé, toi, qu'est-ce qui se passe? Si Julien, il me rappelle pas, après toutes ces déclarations d'amour, il me rappelle pas. Calme-toi, calme-toi. Moi, je te propose une méthode pour canaliser ta colère. C'est de la sophrologie. Quoi? Oh non, ça va, hein, j'ai déjà assez souffert comme Mais ça. la sophrologie, c'est pour arrêter de souffrir. Mais oui. Allez, ferme les yeux. Et maintenant, imagine-toi en face de Julien. Tu te visualises? Très bien. Parfait. Maintenant, parle-lui. Oh là 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 là. Ça fait tellement, tellement de bien un peu de solitude. Léa, où sont mes mots croisés? Je les ai rangés sur la table basse. Quelle journée, mais quelle journée. Léa, je peux t'emprunter ton vernis à ongles? Oui, oui. Ah, mais Léa, il y a ton téléphone qui arrête pas de sonner, là. Oui, bon bah ça va, c'est pas grave. Oh là 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 là. Si seulement elle pouvait faire comme si j'étais pas là. Alors, ça te détend cette relaxation? Bah c'est-à-dire que là... Rien de tel qu'un bon bain pour se détendre. Mais c'est vrai ça, elle fait jamais les courses, elle range jamais ses affaires, ça suffit là. Oh. Mais par contre, quand il s'agit de s'acheter des trucs pour elle, là, il n'y a plus de problème, hein. T'as vu le nombre de fringues qu'elle a? C'est limite indécent. Salut les filles. Tenez, je vous ai pris ça. J'ai trouvé ça trop beau. Oh, merci, Cannelle. On a été méchantes là, non? Non, mais là, j'ai honte. Quoi? Ah, c'est pas la bonne taille? Ah bah oui, mais moi j'ai pris du 36 forcément, par réflexe, enfin, comme pour moi quoi. Oui, bien sûr, oui. Sauf que moi je mets du 34 et elle, elle met du 38. Et puis comme c'est un magasin qui fait ni remboursement ni échange, Oh. je vais devoir la garder pour moi. Dommage. Hein. Tu sais quoi? Elle est forte. Elle est très très forte. Ah, je viens de participer à un séminaire sur la communication, c'était génial. Ça ne vous intéresse pas ce que je dis? Alors, j'ai pris un chaton, je l'ai mis dans la marmite en fricassé. Et ma mère est arrivée, je l'ai égorgé. Et moi qui voulais leur annoncer que j'allais baisser le loyer. Ah mais c'est super ça. Mais pourquoi vous l'avez pas dit plus tôt? Mhm. Quel con ce mec. Il m'a largué.
Aïe, comme ça d'un coup, quoi. Soi-disant que je suis trop agressive. Vous me trouvez agressive, vous? Non. Soi-disant que je suis autoritaire et qu'ici, on lève ce verre d'eau à côté de l'ordinateur. Et c'est juste pour ça qu'il t'a largué? Oui, aussi parce que je me prends pour une princesse qui aime se faire servir. Canal, tu me sers un petit verre d'eau? On se demande bien où il a été chercher tout ça, celui-là. Stop. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur là? C'est une énorme croûte. Pourquoi tu la décroches pas? Bah je peux pas, c'est la dernière œuvre d'André. Oh, et André, c'est? Un grand amour de Marie-France. Ah ouais. C'était sa période bleue. Avec ça, il sera mieux en valeur. Oula, je suis pas sûre, Marie-France, là. Avec la lumière, on le verra moins, hein. Il te plaît? Ah ouais, je le trouve extraordinaire, hein, vraiment. Hein. Vous voulez pas le garder pour vous, plutôt? Ah non, l'art, ça se partage. Je l'aurais pas sorti de ma chambre que tu l'aurais pas apprécié. Mais il irait très bien dans ta chambre à toi. Hein. Oh, prends-le! Oh, prends-le! Allez, rendu. L'accroche dans ta chambre. Côté porte, côté lit. J'hésite. Cut, nouvelle saison. Il y a un mandat d'arrêt contre ton père, il est en cavale. Tu crois que ça lui ferait plaisir que tu retournes peut-être en prison à cause de lui? Arrête, tu saoules là. Quelqu'un pourrait m'expliquer ce qui se passe. Apparemment, t'en sais plus que moi. La femme de gauche. Quoi qu'il arrive, ils iront jusqu'au bout. Cut saison 6, dès lundi à 17h30 sur France O. Et suivez Cut sur les réseaux sociaux. Je m'appelle Alice, j'ai 38 ans. Je suis victime de violences conjugales. J'ai peur, mais j'ai choisi de m'en sortir pour mes enfants. Il n'a pas le droit de démolir nos vies. Rien ne m'arrêtera cette fois. Allô, j'ai besoin d'aide. Votre soirée. 20h55, bienvenue au Fouena aéré, le cœur de Tahiti, que le progrès semble avoir épargné. 22h45, à La Réunion, danse, chant et fête des couleurs vous attendent à la grande fête du Dipavali. Passion Outre-mer, un jour en fête. Bonne soirée sur France O. Vous êtes là, dans le cœur de nombreux enfants en difficulté. Pensez à l'UNICEF dans votre testament ou votre assurance vie. À l'UNICEF, nous sommes là pour vous accompagner dans cette démarche. Un grand merci. Rendez-vous sur unicef.fr/leg. Le tour des trucks continue demain pour trouver la plus belle voie des Outre-mer. 950 chanteurs, 6 territoires. Guadeloupe, Guyane, Martinique, Polynésie, La Réunion et la Nouvelle-Calédonie. On n'a pas été déçus du voyage, on a vu des personnalités tout à fait différentes. Et un container par région, équipé comme un véritable studio d'enregistrement. Je compte sur vous, on va y aller. En route pour le tour des trucks avec Zig Truck, demain à 20h55 sur France O. Passion Outre-mer vous propose un voyage aux antipodes. Nous partons dans le Pacifique, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie abrite le deuxième plus grand lagon du monde. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, cette mer intérieure protégée par une immense barrière de corail est un paradis pour les espèces marines.
le récif calédonien compte plus de 400 espèces de coraux et au moins 2000 espèces de poissons. Avec une équipe de bénévoles, la biologiste Sandrine Job surveille l'état de santé de ce territoire marin unique au monde. En tant qu'habitant de la Nouvelle-Calédonie, en tant qu'amoureux du lagon et en tant que plongeur, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un gage de sécurité de retrouver ce récif-là encore dans le même état pour les décennies à venir. La terre calédonienne attire les passionnés de nature comme Jean, venu de son Limousin natal dans les années 70. Ce babacool a créé le seul et unique marais salant de la Grande Terre. L'eau arrive du Pacifique Sud, l'océan le plus pur de la planète. Elle traverse la grande barrière de corail qui fait le tour de la Nouvelle-Calédonie. Elle passe dans la mangrove, avec tout l'argile qu'il peut y avoir à l'intérieur, tous ces micro-organismes qui sont là. Et puis après, quand on arrive à avoir un bon taux de teneur en sel, on fait le principe du marais salant qu'on a, il faut quand même le reconnaître, qu'on a copié sur Guérande. À Lifou, dans l'archipel de la Loyauté, les jeunes Kanaks se mobilisent eux aussi pour protéger leur environnement. Ils se forment à la profession de garde nature et seront bientôt en charge de protéger la première réserve coutumière de l'île. Si on ne fait pas confiance à la jeunesse, comment veux-tu faire avancer un pays? Bien sûr, nous les adultes, au niveau des coutumiers, tout ça, nous sommes là pour garantir, conseiller et avoir des recommandations. Mais être en action sur le terrain, pour moi, c'est une gage de confiance et de réussite à long terme, bien sûr. Avant de découvrir la richesse marine et terrestre de la Nouvelle-Calédonie, nous partons pour la Polynésie française. Nous allons nous aventurer dans la zone la plus sauvage de Tahiti, au sud-est de l'île, dans le Whenua-Échéré. Le Whenua-Échéré est le berceau de la culture polynésienne. Ici, on y vient à pied, par la forêt ou en bateau. Thomas a grandi dans cette forêt. Il connaît de nombreuses légendes et récits sacrés et recense depuis 25 ans les vestiges des premiers habitants de l'île. Ça, c'est le masque de Oro. Ça, comme on dit, c'est la sacarpe, la pirogue. Mais le dessin définit que ici à Tautira, là, c'est la porte des navigateurs. Préserver la culture tahitienne, c'est aussi prendre soin des ressources naturelles qui permettent aux habitants du Whenua-Échéré de rester sur leur territoire paradisiaque. Tetua Ora est une jeune pêcheuse professionnelle. Elle va découvrir le raoui mis en place dans une partie du lagon. Cette technique ancestrale a pour principe d'interdire la pêche dans un périmètre donné afin de permettre le renouvellement des espèces de poissons et crustacés. C'est trop magnifique, il y a du poisson. Là, c'est une grande réussite. Là. Elle est venue, elle a sauté dans le raoui, voir la différence ici dans le raoui et chez elle. C'est elle qui va porter le message pour développer le poisson, le raoui, à la presqu'île. Passion Outre-mer en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie, c'est maintenant. Mai whaaro e haritu e mau oro I o nā te mau mea hi. E parau aro tōna e pop are. E te e wai mai, atu e. Parau ia e, ia patiti te meti o e roi mata e noro no hono ura tō e te pū o maruea. Whenua tapu te I, o whenua whaahere te mō tupuna. Rau te mea, tēnā tu whenua tau e ra aureo e nene are me nani preo. E mu e te beara e nāro e whaite, nani o me mō. Wei o te ikua te wera te paunu, te paunu pau ia hono ura tō I te pū o maruea.
o maui toa. O maui aro. O maui te pou a marua e. O roura toa i te pū o marauea. O mau. En Polynésie française, la dernière zone sauvage de l'île de Tahiti se trouve à 80 km de Papeete, entre les villages de Tiopo et Taotira. C'est le Fénoé-Chéré. Située au bout de la presqu'île, cette vaste zone sauvage où aucune route ne passe est le berceau de la culture tahitienne. Des siècles durant, les tribus, les héros polynésiens ont arpenté le Fénoé-Chéré en y laissant leurs histoires et leurs légendes. Mais aujourd'hui, la nature règne en maître au bout de la presqu'île. Avec un lagon magnifique dont la ressource est protégée par ses habitants et des forêts vierges de toute présence humaine, le Fénoé-Chéré est une formidable réserve pour la biodiversité. Au cœur de cette côte sauvage, des habitants continuent de mener une vie ordinaire, bien différente de celle de Papeete. Car vivre au Fénoé-Chéré aujourd'hui, c'est perpétuer les traditions ancestrales, tout en garantissant l'éducation des jeunes générations. Vivre au Fénoé-Chéré, c'est choisir de prendre les chemins de traverse entre les montagnes ou de passer par le lagon. C'est choisir une vie en pleine nature qui commence quand la route s'arrête. Rawena et Yvonne, sa maman, habitent en plein cœur du Fénoé-Chéré. Je regarde pas la télé, je t'habille pour aller à l'école. Maintenant, assieds-toi, le peiné, les cheveux. Il est 6 h du matin et la petite Tahitienne se prépare pour aller à l'école. C'est tôt. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est une habitude qu'elle a pu gérer ça depuis 2 ans et demi, qu'elle a eu ces 2 ans et demi. Après, c'est pas fini là. Après, vers les 6h40, on est obligé d'aller en face, là au poteau, puisqu'elle va aller à l'école, on est obligé d'aller de l'autre côté. Il y a ta serviette, ta culotte, ton linge de rechange. Lorena, je mets dans ton sac. Et puis la bouteille d'eau. Tu mets là ou tu mets de l'autre côté? Le quotidien de Rawena pourrait ressembler à celui de n'importe quel enfant dans le monde, à un détail près. Car le chemin que la petite fille emprunte tous les matins n'est pas commun, c'est un petit parcours du combattant. Attends, ça, tu vas tomber, Rawena. Attends, ça, le côté. Mais en pleine saison des pluies, le chemin de l'école est parfois semé d'embûches. Il devient difficilement praticable pour la petite fillette de 5 ans. Je ne la fais pas marcher dans la mer. Je la porte jusque là-bas, tous les matins. Allez, monte. Et a tombé ta bouteille d'eau. Dans le Fénoé-Chéré, il n'y a pas de route. Alors le seul moyen pour se rendre au village le plus proche, c'est de passer par le lagon.
Le sentier de l'école qu'emprunte Rowena tous les matins pourrait figurer parmi les plus beaux au monde. Durant une vingtaine de minutes, les enfants traversent le lagon de Tiopo. Le bateau glisse doucement sur la surface de l'eau. Sur chaque ponton, les enfants du Fénoé-Chéré attendent le ramassage avec leurs parents. Au total, ils sont une trentaine à effectuer ce trajet tous les matins. À Tiopo, il y a des enfants du Fénoé-Chéré dans chaque classe. Six, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 28 élèves dans la classe. Alors, aujourd'hui, près de 180 familles vivent au milieu du Fénoé-Chéré. Mais tous les habitants n'ont pas eu la même enfance que Rowena. Thomas a grandi au cœur de la forêt. Depuis son plus jeune âge, il parcourt ces sentiers à la recherche des traces des premiers Polynésiens qui se sont installés sur l'île. Ça, c'est le Paunoui. Le tambour de Honolulu était pour au Marouéa. Donc, autant des parents, quand on venait, on jouait, on tape à ça. C'est le bagnon du Panui, quoi. Hein? On dit, nous, le Panui Wari. Autrefois, cette ouverture naturelle, creusée dans la roche, faisait office de tambour pour communiquer entre les vallées. Là, il frappe. Et le tambour résonne dans toutes les vallées de Tofira. Pour envoyer un message à chaque prêtre de chaque vallée. Toute la vallée de Tofira était pleine de gens avant. C'est notre culture. Il a peut-être cessé de résonner fort, mais il est toujours là. Et lui encore, même dans la nuit des brousses. Et lui encore, moi et lui encore, il y a quand même des gens qui viennent encore le regarder, le taper et parler de lui. Tout le monde a laissé notre mythe plonger dans la nuit, dans la brousse. Ça fait 25 ans, moi, je me bats à nettoyer. Même s'il y a un petit truc que je peux nettoyer, je nettoie toujours. Par amour de ma culture. La culture chez nous, c'est riche. Il y a plusieurs siècles, c'est par le Fénoé-Chéré que les premiers Polynésiens sont arrivés à Tahiti. Les traces de leur culture sont encore visibles aujourd'hui. Thomas tente de les recenser depuis 25 ans. Voilà la pierre gravée, comme on dit chez nous. À Moro, vous avez la pierre gravée, c'est ça. Ici, vous voyez une pirogue. Là, le soleil, les rayons de soleil plutôt. Une deuxième pirogue, petite. Et là, c'est l'œil.
c'est le masque de Oro. Ça, comme on dit, c'est la sacarpe, la pirogue. Mais le dessin définit que ici à Tautira, là, c'est la porte des navigateurs. Il y a plus d'un siècle, c'est ici, en plein cœur du Fénoé-Chéré, que les tribus venues des Tuamotu et des îles voisines se retrouvaient pour célébrer les rites maoris. Durant ces commémorations, ils célébraient Oro, le dieu de la guerre, et le géant Onoura. Maintenant, dans notre mythe maori, Onoura il a été élevé par Dieu Taroa. Alors pour nous, c'est le Dieu créateur. Oro et Onoura. Ils sont frères eux deux. Et ce héros, il est à part de tous les Aito. Là, il y a des gens qui sont amusés à mettre de l'huile, de l'huile de monoeil dessus. C'est pour ça que c'est trop sec. Ils sont en train d'abîmer le caillou, en train d'abîmer la culture. C'est du n'importe quoi. Mais non, ça, c'est les empreintes qu'on nous a laissées pour dire ce qui a été dit avant, qui a été vécu. Ici, ce n'est pas un lieu de culte, c'est un lieu de témoignage de ce qui a été vécu par nos anciens. Les ancêtres plutôt. Oro. Ici, c'est la place à Oro. Ces pierres gravées figurent parmi les rares vestiges de cette époque passée. En arrivant par la mer, les premiers habitants de Tahiti ont très vite appris à tirer parti des 30 km de côte. Aujourd'hui encore, la vie au Fénoé-Chéré s'articule autour du lagon, que ce soit pour se déplacer ou pour se nourrir. Mais comment faire pour protéger la base de l'économie tout en faisant perdurer la ressource? Tetwaora est pêcheuse professionnelle. Tous les jours, elle part chasser le maï-maï, une sorte de dorade coryphène. Allez, moi, c'est bon, vas-y. Attends, fais un effet. Et attends, on a oublié le poisson de la chance. On va lâcher. Aujourd'hui, Tetwaora a rendez-vous à Tiopo pour découvrir une technique ancestrale de préservation de la ressource. Ça va? Beau temps. Ben, je suis content de t'accueillir ce matin, comme tu pêches beaucoup aussi, oui. De comprendre le futur pour nos enfants. Alors on va aller dans le Rahui et comme ça tu vas mieux comprendre. Ok, on y va alors. Ok, vas-y. En 2014, une partie des habitants du Fénoé-Chéré ont décidé de mettre en place un raoui, une interdiction formelle de pêcher dans une partie du lagon. Ça, c'est les pêcheurs avec la population qu'on s'est regroupés pour mettre en place ici. Juste 5% du lagon. Pourquoi c'est ici? C'est qu'il y a la passe, il y a l'entrée des juvéniles et sur ce platier, à ça d'eau, ça protège contre les gros poissons. Quand ils arrivent, ils peuvent survivre pendant un mois, autant qu'ils grandissent. C'est pour ça que les pêcheurs de Tiopo ont décidé de le mettre ici.
Cette technique était déjà utilisée par les premiers Polynésiens. C'est pour ça le rahui, même Tautira, quand ils entendent ça, on a la trouille. Parce qu'à l'époque, le guerrier Vehiato, on te trouve dans le rahui, on te coupe la tête. Et ça, c'est resté au fond de nous. Hein. C'est pour ça le thème rahui. Le PGE1, on ne comprend pas. L'air marin protégé, on ne comprend pas. Mais par contre, le rahui, il faut qu'on aille écouter. C'est interdit de pêcher ici. C'est interdit. On ne peut pas être dans le rahui. C'est pas le côté. C'est à l'entrée de la passe. Tout ça, c'est le rahui. Ce sont des pêcheurs de Verao. Hein. Tiopo, ils sont au courant. Tiopo, ils sont au courant. C'est interdit la pêche rahui. C'est eux qui ont mis en place. On tourne et on explique tout le temps. Tout le temps, on répète, on répète. C'est pas facile. Tiens, mais flyer, hein, c'est interdit. Tout l'autre côté de la passe. Hein, tu regardes. Je ne devais pas être ici. Normalement, c'est les surveillants. Ils risquent de saisir le bateau et de payer une amende. Hein. C'est dans le flyer. Hein. Voilà. 170 000. Ça, notre rôle, c'est de prévenir. La meilleure manière de sensibiliser les pêcheurs, c'est de les emmener plonger dans la réserve. Ça va ? C'est aussi. Sous l'eau, le constat est sans appel. Les poissons qui peuplent ce récif corallien sont bien plus gros que la normale. On y trouve des poissons perroquets, des rougets ou des carangues. Le rahui, installé sur un platier, fait office de nurserie et de refuge pour ces espèces, très prisées des Polynésiens. C'est trop magnifique, il y a du poisson. C'est pas pareil comme à Tautira. Là, c'est une grande réussite. Là. Merci beaucoup, Tamna, pour la plongée que je viens de faire. Là, ça m'a touché. Quand j'ai vu tous les poissons qui sont revenus là, dans le rahui, ça m'a touché un peu parce que je ne voyais pas ce que je venais de voir à Tautira. Je suis vraiment touché, hein, parce que c'est bien qu'elle pêche. Elle est venue, elle a sauté dans le rahui, voir la différence ici dans le rahui et chez elle. C'est elle qui va porter le message pour développer le poisson, le rahui, à la presqu'île. Grâce à cette interdiction, les habitants du Fénoé-Chéré continuent de protéger la ressource. Si Tétouaora arrive à convaincre les pêcheurs de toute la zone, la presqu'île pourrait alors devenir le plus grand rahui de Polynésie française. Il est midi, Rawena rentre de l'école avec une copine. Allez, tiens, on va aller ramasser le coco. Quand on va aller là-bas, tu vas mettre le coco dans le sac. Du jus. Du jus. Dans le sac alors.
Ça, c'est un petit champ que moi et mon mari et mes enfants, qu'on a planté des fruits, des fleurs et puis un peu de taraudière. En fait, ça, on a planté juste pour le plaisir, hein. Mais après, il faut entretenir le terrain. Allez, on met dans le sac. Rowena est née dans cet environnement naturel et sauvage, entre montagne et lagon. Ce jardin d'Éden, c'est son terrain de jeu. Des fois, quand elle m'aide à ramasser les cocos, sinon des fois, elle m'aide à faire le ménage. Sinon, des fois, elle veut aussi comment il faut préparer le maïs. Mais oui, pour elle, c'est un peu isolé, comme elle est toute seule. Hein. Quand elle est toute seule, il faut l'occuper, sinon elle va rester seulement devant la télé. Maman, on a dit ici. On met dans le sac. Voilà. Moi, je trouve qu'elle a la chance de grandir ici à Fénois-Échiré parce qu'au village, tu vois, il y a la route, il y a les accidents. Et ici, chez nous, on a la vie tranquille, quoi. Il y en a la mer, il y a la montagne. Hein. On ne peut pas demander tout. Ben là, nous, moi, je peux dire que nous, on a ce qu'il faut. Allez, viens. On va aller voir ton frère. Yvonne possède un terrain luxuriant. Avec un peu plus de 5000 m², elle pratique une culture essentiellement vivrière. La terre fertile du Fénois-Échiré leur procure de quoi se nourrir. Comme elle, toutes les familles du Fénois-Échiré tirent parti de cette nature généreuse. Situé entre montagne et lagon, et grâce à une pluviométrie abondante, le Fénois-Échiré dispose d'incroyables ressources naturelles. Voilà le maïs du Corosol. Il y a les avocats aussi là-bas en haut. Au pied des falaises du Fénois-Échiré, Gilius a installé son jardin fruitier. Ici, on appelle cela un faapou. Les papas ils sont par là. Dans la semaine, je fais lundi, mardi, mercredi pour le faapou. Le jeudi, le vendredi pour la pêche, pour préparer pour samedi. Une fois par semaine, Gilius va vendre sa production au marché de Papeete. Comme toutes les familles de la côte sauvage, il est à la fois pêcheur et agriculteur. J'aime cet endroit. Ici, c'est un paradis. C'est calme. Il n'y a pas de bruit. On voit les arbres, la montagne. Hein? C'est super. Il y a du poisson, il y a des fruits. Hein? Tu vis, tu peux vivre. Hein? Ce sont des rues. Cái điều hỏi bầu đồ mà này bầu giờ vé bầu giờ mà thấy thì á tràn hoa tiêu ra. Chỉ xem mèo đồ mà đồ ra mèo huy rồi, cái tí phi đó, á, ít tuổi ton ai ôi hiểu ra hoa, tra hoa vậy thì mi đó, tại cái pha. Les cocos et les bananes. Un coco sec. Normalement, il y a 2, 4, 6, 8, 9 petits gourbiers. À peu près, il y a 7, 8, mais un régime de bananes.
Et les cocos secs, il y a 21 douzaines. Tout c'est bio. Les cocos, c'est bio. Les bananes, c'est bio. Les corosols, qui est le côté qu'on a vu, c'est bio. Les passions, c'est bio. Tout c'est bio. Tous les fruits, c'est bio. Ça, ce sont des parois. J'ai eu 62 paquets, comme ça, hein, un paquet là. Parce que nous, on vend en paquet, regarde. Ils sont belles. Vers 13h tous les samedis, Gilius, sa femme et sa fille chargent leur bateau avec les légumes, les fruits et la pêche de la semaine. Mais prends-moi aussi le jerrycan noir. Et la bâche aussi amène. La petite famille quitte alors le Fénoé-Chéré pour se rendre au bout du lagon. Une fois à terre, le voyage n'est pas terminé. Il leur faut maintenant charger la voiture et parcourir les 80 km qui les séparent du marché. Et quand ça va finir, en attendant, après, on part à Papeete. On va aller à Papeete. Attends. Papa, elle fait comme ça, moi? Non, t'es payé un chapiteau. Yeah. Chaque semaine, Gilius installe son stand à la même place, dans les coursives du marché. Mais cet endroit-là, jusque l'autre côté, il n'y a que des gens de Tautira. Du village et de Fénoé-Chéré aussi. Hein? On ne peut pas venir demain matin, il y a trop de monde, il n'y a pas de place pour la voiture pour venir déplacer là. Hein. Et jusqu'à 7h, 8h, il n'y a plus de clients. Voilà, on met le couvert dessus. Après, on va aller dormir dans la voiture. Il n'y a plus les petits. Il y a des cocos, il y a des bananes, il y a des mangues, il y a des petits... on dit ça au TVA. C'est ça alors le travail que j'ai fait dans la semaine. Ouais, les poissons sont dans la glacière. Demain, on va aller dedans vendre les poissons. Le soir venu, Gilius installe sa famille à l'arrière de sa voiture. Chaque samedi, pour être présente au marché, les familles du Fénoé-Chéré acceptent de quitter leur petit bout de paradis pour affronter la ville.
J'aime bien voyager là chez moi, à Tortura, au Fénoé-Chéré. Hein. Mais ici, pour venir, c'est pour vendre tes mains, tes poissons, c'est pour ça qu'on vient ici, parce qu'il y a du monde ici au marché. Hein. À Papeete, hein, il y a du monde. Avec plus de 13 000 hectares de forêt, le bout de la presqu'île de Tahiti est un véritable garde-manger, mais c'est aussi un formidable refuge pour la biodiversité. Du littoral au sommet des massifs volcaniques, la végétation qui s'est développée dans le Fénoé-Chéré est originelle et n'a été que très peu modifiée par l'homme. Contempler ces paysages, c'est contempler ce que les navigateurs du XVIIIe siècle ont dû voir en arrivant sur l'île. Jean-Yves connaît bien le Fénoé-Chéré et ses forêts de bord de mer. Il vient régulièrement ici pour étudier la flore en compagnie des habitants de la région. Il connaît chaque plante et chaque arbre qui pousse le long de la rivière Vaipueri. Jean-Yves, Oui. regarde ce que j'ai trouvé. Oui, ça c'est un exemple d'arbre indigène, hein, c'est-à-dire un arbre autochtone qui est venu dans les îles avant l'arrivée des Polynésiens, hein, bien avant l'arrivée de l'homme. Ben, le Rotu avec le Pujao, c'est ça qui forme cette forêt qu'on appelle nous la submangrove. C'est une sorte de mangrove. On n'a pas de vraie mangrove en Polynésie française, il n'y a pas de palétuvier. À la place, on a ces espèces d'arbres. Les forêts de Hotu couvrent la totalité du littoral du Fénoé-Chéré. Si ces arbres sont endémiques de la Polynésie, d'autres espèces ont été apportées par l'homme il y a plusieurs siècles. La forêt qu'on voit, scientifiquement, ce n'est pas une forêt donc primaire avec que des espèces indigènes voire endémiques. C'est une forêt mixte. Moi j'appelle ça une sorte de forêt hybride. Il y a des mélanges d'espèces qui étaient là avant l'arrivée de l'homme, des espèces qui ont été introduites par les Polynésiens et des espèces ensuite qui ont été introduites par les Européens dans les 200-300 dernières années. Et là on a un mélange quand même parce que justement le Reamueruru, donc Zingiber zerumbet, famille du gingembre, il est considéré comme une introduction polynésienne. Donc les Polynésiens l'auraient introduit pour ses propriétés médicinales. Les Anglais l'appellent shampoo ginger. Shampoo ginger parce que dans ses bractées, dans ses inflorescences, il y a une sorte de gel. Et ce gel aurait des propriétés antiseptiques. Donc souvent on se met on se met du gel. C'est 100% bio. En plus ça sent bon. C'est mappé. Oui. Mappé. Mais c'est pas la saison en ce moment. C'est ça que ta grand-mère prend? Oui, elle fait même vivre la famille avec. Elle le fait cuire pendant 4 heures. Après, elle les met dans des sachets qu'elle va vendre à 200 francs. Eh oui, c'est moi qui les achète en ville, à Papeete, au bureau. Ah voilà. Ah, on voit bien le mappé là. Ça c'est bon ça. C'est super bon, c'est comme la châtaigne. Ouais, c'est ça le goût de châtaigne. C'est d'ailleurs le nom français là, c'est châtaignier polynésien. Nous on l'appelle mappé. Tahitian chestnut en anglais. Ça c'est une introduction polynésienne, pareil. C'est-à-dire tous les mappés, tous les arbres qu'on voit ici, ils ont été introduits il y a très longtemps. Vaipueri fait partie des 12 sites classés en Polynésie française. Parmi les 550 espèces indigènes, certaines sont protégées et ne se trouvent que dans les forêts du Fénoé-Chéré. Salangan. En fait, la vie sauvage, on va plus la retrouver dans les eaux douces, alors que dans la forêt, il n'y a quasiment rien. On trouvera quelques oiseaux, quelques poulets et du cochon sauvage. Mais la biodiversité des eaux douces, elle est extrêmement importante. Et ça, malheureusement, c'est pas assez pris en compte. Il y a des jolis mollusques d'eau douce.
Ça. Ouais. Ce qu'on appelle les chapeaux chinois. Voilà, des escargots autochtones, indigènes, qui sont des bons indicateurs de la qualité de l'eau. Quand l'eau n'est pas polluée, qu'elle est pure, tu vas avoir beaucoup ces petits escargots. L'impact de l'homme est très faible ici. Il n'y a que quelques personnes qui viennent pour ramasser les mappés, pour pêcher à chevrette. Mais il n'y a pas d'urbanisation, il n'y a pas de pollution. Et en fait, ce site, c'est un peu l'état de référence. C'est voilà, l'état de référence d'une forêt et d'une rivière intacte. Et ça nous permet ensuite de comparer avec d'autres rivières ou d'autres types de forêts qui sont beaucoup plus modifiées par l'homme, perturbées, polluées. Et l'état de référence, pour le moment, sur l'île de Tahiti, on l'a ici au Whenua-Echere. Et pour les habitants, c'est aussi l'occasion de comprendre le potentiel naturel de leur lieu de vie pour mieux le protéger. On comprend l'importance de ce genre d'environnement, d'autant que les gens qui habitent à Terre-au-Vent aussi à Papeete, donc on voit tout de suite la différence et la comparaison, ça nous donne encore plus envie de préserver l'endroit. Pour nous, pour les générations futures, pour le modèle de vie agréable en symbiose avec l'environnement. Pour l'heure, le Whenua-Echere n'est que peu soumis à la pression démographique. Les quelques touristes qui s'y aventurent ne restent pas assez longtemps pour avoir un impact sur la faune et la flore. Mais les habitants restent vigilants face à la pression démographique de la grande île pour protéger leur petit coin de paradis. Voilà, madame, c'est un joli paquet ça pour toi. 1500 le paquet. Oui, oui, ça va bien, ça va bien. Alors, madame, c'est 1500. C'est 1500. Oui, oh, c'est le pauvre. Voilà, joli ce paquet-là. Dimanche matin, le marché a ouvert ses portes. Depuis 4 heures, Gilus a pris position derrière son stand de poissons. Là, 1000 francs 2, là, 1500, 2000, 1500 et 1502 baguettes. 1000 francs 3 par jour. Sur son étal, Gilus a disposé tous les poissons qu'il a pêchés pendant la semaine. Les prix varient entre 8 et 16 euros. Mais ce qui attire le plus les clients, ce sont ces bocaux d'oursin et ces huîtres de bénitier. Du vana et du pahua. Oui. 2000 maman. Mais ça c'est de l'or. Le vana, hein, ici au marché, hein, c'est de l'or. C'est pour ça que les clients ils aiment bien, mais ça coûte cher. Mais normalement le prix c'est 1500 le pot. Oui, ça va, ouais, ça, t'inquiète pas. Voilà. Jim, fais pour la monnaie. Pour 2000, ce sont des anciens clients, ça, hein. Depuis des années, ils viennent rechercher du vana, hein. Il y en a des autres, du pahua, du poisson. Parce que les clients ici de Papeete, ils me connaissent à plus de 30 ans hein, que je viens seulement au marché. Hein. Depuis les anciens marchés, ça c'est 1000 francs 1, 1502. Oui, 1000 francs, oui, 1500 et petit. Grâce à la réputation des produits du Whenua-Echere, le stand de Gilus ne désemplit pas. Ah voilà 500, oui madame. Et voilà, et bon dimanche. Ici au marché de Papeete, même si tu as beaucoup, tu vas vendre tout. Voilà, voilà, merci, merci. À l'extérieur, même constat. Les fruits et les légumes se sont bien vendus. Alors, j'ai dit, tu as bien vendu.
Không mấy tạo với mấy bập hạ đi, tạo với vì thì đâu đâu hiện ra, em thì hiện mấy tạo với opa, opo hiện mấy, phải chụp bây giờ show tạo với mà, phải mà tôi tira, nó thì matai nha mà tôi, harus merah mà tôi uang này bập thế này, nó thì ho tama tôi iya, là thì chui đã tira nó bập thế này, no te mea matou, whaia matou roto te mataina, te weira ta matou muhei whaapura, taiara. Yo tia hau me matou ho, te maa iwa nei pape tēnei. A whai me i makete, moi, je suis fier de mon travail. Au cœur de la forêt, Thomas a établi son petit campement. Il passe de longues périodes dans cette grotte, au pied des falaises de pierres volcaniques. Mais cette partie de Taupira, ça s'appelle le Poli. Elle est vraiment à part. Pour les vieux, c'est sacré. Et on ne peut pas y venir faire n'importe quoi. Il faut toujours attention au respect de ce site. Tu respectes cet endroit, et tu respectes. Alors ici, ça s'appelle le Anaïhe. C'est la grotte où tout le monde vient se réfugier quand il fait les randonnées par ici. Mais auparavant, nos grands-parents servaient de ces chasses de copra, cette grotte. Moi, quand je viens ici, je sens la liberté. O oroa tua rehe anu anua, me tua o te papa nui ari ioi. Roho tunu anua, ra inui a te ea, te papa nui ari oi, da tapuro tu. E o hiro i oe no te hui tupuna, ati a wha aiho i to peu tupuna. Tatau to tiro wa tau te atua e papa nui ari oi ta atapuro tu. Thomas et Jean-Yves sont les deux gardiens de cette terre reculée. Si Thomas en protège la culture, Jean-Yves, lui, continue d'arpenter les vallées du Fénoué-Chéré pour y référencer la flore originelle de l'île. Ici, on est à Chopo. Hein. Demande à Peva, il va te dire quelle vallée, comment ça s'appelle. Eivaro ou Eiavaro? Soit Eiavaro, soit Veiavaro. Veiavaro. C'est le même, ouais. Cette vallée, elle est typique d'une vallée du Fénoué-Chéré au niveau de Chopo. C'est que on va remonter la vallée, le cours de la rivière, et en fait, on va remonter aussi le temps. Je note le nom de l'espèce. Donc c'est une espèce endémique relativement rare, même très rare. C'est ce que tu vois, c'est les petites touffes de cette herbacée avec une petite base un peu ligneuse. C'est un Ophioryse, de la même famille que le café encore et que le Tiage Tahiti. Sauf que celle-là, donc elle est endémique de l'île de Tahiti, elle est devenue extrêmement rare. On pense qu'ils sont arrivés dans les îles
volcanique de Polynésie bien avant l'arrivée de l'homme. L'âge de Tahiti, de la presqu'île de Tahiti, c'est 400-500 000 ans. Donc on pense que cette espèce est arrivée il y a plusieurs centaines de milliers d'années. Les Polynésiens avant avaient l'habitude de fréquenter toutes les vallées et les sommets, connaissaient bien mieux le milieu qu'aujourd'hui. Et en tant que scientifique, c'est vrai que là, ce qu'on rêverait, c'est d'avoir des ailes pour aller voler là-haut et se téléporter là-haut. Donc ça veut dire aussi que notre connaissance sur les espèces, notamment les plantes endémiques, elle est fragmentaire. Là, ce que je viens de dire, elle est extrêmement rare, cette plante. Les ophiories sont extrêmement rares. Il y en a peut-être plus sur des zones inaccessibles, sur des falaises humides où personne n'est jamais allé. Il y a une nature qui est quasiment la nature originelle, extrêmement fragile. Ouais. Il suffit qu'il y ait des travaux ici, d'aménagement, ou qu'il y ait une plante envahissante qui s'installe, et ça va rapidement disparaître. La pression démographique de l'île de Tahiti et le développement de l'agglomération de Papeete depuis les années 70 pourraient menacer à terme cette terre originelle. Il peut y avoir des projets de barrages hydroélectriques, il peut y avoir des projets d'aménagement de fonds de vallée, des études d'impact maintenant sur l'environnement, c'est obligatoire de faire une étude d'impact, de prendre en compte le code de l'environnement, notamment la liste des espèces protégées. Donc il y a des oiseaux protégés, il y a des plantes protégées. Donc normalement ce type d'habitat ne doit pas faire l'objet doit être laissé tel quel. Les observations de Jean-Yves, son travail et le classement des espèces rares continuent de protéger la biodiversité du Fénoé-Chéré. Conserver l'authenticité du Fénoé-Chéré, c'est transmettre aux générations futures tout un pan de la culture tahitienne, de son histoire et de ses légendes. Mais c'est aussi transmettre un formidable héritage naturel, très peu impacté par l'homme et même protégé par ce dernier. En gardant la côte sauvage dans son écrin naturel, les habitants permettront ainsi de perpétuer un mode de vie unique à Tahiti, un mode de vie qui commence quand la route s'arrête. Depuis la nuit des temps, les habitants de Nouvelle-Calédonie tissent un lien profondément mystique avec leur environnement. Dans la tradition mélanésienne, l'âme des disparus se réincarne dans les choses de la nature. Le vent, les arbres, les poissons, les oiseaux. Délimité par une spectaculaire barrière de corail, le lagon de Nouvelle-Calédonie est le plus grand et sans doute le plus beau de la planète. Véritable mer intérieure, le lagon offre une infinie variété de paysages et d'écosystèmes. Bancs de sable, îlots, estuaires, mangroves. Autour de la Grande Terre et des îles Loyauté, l'océan Pacifique réserve d'incroyables surprises, sur des rivages en grande partie inhabités. Du nord au sud et d'est en ouest, nous partons à la rencontre d'hommes et de femmes qui ont fait du lagon leur quotidien et leur plus belle raison de vivre. Installé en Nouvelle-Calédonie depuis plus de 40 ans, Jean Broudissou s'est lancé dans 1000 aventures liées à l'exceptionnel patrimoine naturel de l'archipel. Dans les somptueux décors de point gamme, Jean a réalisé ses rêves d'enfant. Avec son âme de militante,
Georgette Nonquet revendique un mode de vie au plus près de la tradition mélanésienne. Dans son repère de la côte oubliée, Georgette nous fera découvrir son savoir ancestral des plantes médicinales du bord de mer. Mariage unique du vert et du bleu, Lifou est l'île natale de Lino Igésier, garde nature de la première réserve coutumière de l'île. Redoutable chasseur sous-marin en temps normal, Lino plonge désormais sans fusil pour faire découvrir aux visiteurs le fabuleux récif de Ngoni. Notre voyage commence à Nouméa, au sud-ouest de la Grande Terre, la maîtresse île de l'archipel calédonien. Seule véritable ville du pays, l'ancien port de France a des allures de Riviera du Pacifique. Nouméa, la prospère, attire toujours plus de monde. Les Européens surtout y cultivent un mode de vie à l'australienne. Ah, attention, c'est ma planche. C'est le 8 mars aux Antipodes. On est efficace. Marine Duprat et ses copines de l'association El Kite fêtent la journée de la femme à leur manière. On part sur le phare Amédée, là en direction du phare Amédée, on a pour 30 minutes de navigation. Arrivé là-bas, eh bien, on va pouvoir griller le matériel et profiter de la journée. Il faut savoir que non seulement il y a des conditions de vent exceptionnelles là-bas, mais des fonds marins fabuleux. Donc l'idée c'est de passer une journée tout ensemble, de s'amuser et puis de profiter du lagon et de la chance que nous avons d'être ici. Posé à la sortie du lagon, l'îlot Amédée fait le plein le week-end, d'autant qu'à lui seul le phare vaut la visite. Construit à Paris sous Napoléon III, démonté puis remonté pièce par pièce, le phare en acier balise l'entrée du port de Nouméa. Alors il y a 247 marches pour monter en haut du phare Amédée. C'est moins que la tour Eiffel, mais c'est quand même sportif. Let's go les filles! Waouh! À 56 mètres de haut, le point de vue vaut le coup d'œil. Au loin, les passes de Boulari et tout autour de l'îlot, un plan d'eau à faire pâlir d'envie tous les kitesurfers de la planète. C'est vrai que c'est notre terrain de jeu ici. Vous voyez le lagon tout autour du phare, là, c'est exceptionnel, mais des spots comme ça, il y en a beaucoup en Nouvelle-Calédonie. Il se trouve que celui-là, il est relativement près de Nouméa, là où pour la plupart de nous habitons. Il y a un régime de vent qui est très profitable à la Nouvelle-Calédonie. Donc je crois que les statistiques, c'est presque 70% de journées ventées dans l'année. On en profite un maximum. On a une chance incroyable d'être ici, on le sait. Et jouer de notre support de glisse dans des lagons aussi beaux que celui-ci, survoler l'eau, c'est plus un plaisir, c'est incroyable. Alors, briefing sécurité, s'il arrive quoi que ce soit à l'une d'entre vous, le binôme est là pour prévenir. Donc il y a un Zodiac balai qu'il faut informer, mais vous ne quittez pas des yeux votre binôme, d'accord? Ce jour-là, au phare Amédée, les filles de l'association El Kite se préparent à une grande première. Un raid d'un seul tenant pour rentrer vers Nouméa. Il n'y a pas de difficulté majeure, hormis effectivement la houle qui est importante cet après-midi. On a du vent, on a de la houle. On a 18 km de navigation à faire. L'essentiel pour nous, ça va être que ça se déroule le mieux possible, sachant qu'on a des filles dans l'association qui ont un niveau moyen intermédiaire. Et donc on a créé des binômes afin que tout se déroule pour le mieux et qu'on n'ait pas de filles qui restent à la traîne. Bon, bah, à tout à l'heure.
Nouvelle-Calédonie, ça a toujours été un paradis de la glisse. On a dans un premier temps connu la planche à voile. Ça a permis aussi de faire connaître la Nouvelle-Calédonie dans tous les sports de glisse, parce que tous les sports de glisse sont représentés ici. C'est-à-dire vous passez du stand-up paddle au surf, au kitesurf, à la planche à voile. C'est incroyable les possibilités qu'on a ici aujourd'hui. Plus ludique et surtout plus accessible que la planche à voile, le kitesurf attire chaque jour plus d'adeptes. En 6 mois à peine d'existence, l'association El Kite a réuni près de 80 pratiquantes. Le lagon calédonien n'a pas fini de voir danser les ailes des filles de Nouméa. Notre voyage se poursuit par la côte ouest, vers un autre amoureux du lagon. Direction Point Gamme, à l'extrême nord de la Grande Terre, à près de 500 km de Nouméa. Dans la presqu'île de Poum, la chaîne de montagnes qui traverse la Calédonie meurt doucement dans des collines de terre rouge, riches en minerais de toutes sortes. La Grande Terre offre ici son dernier paysage. C'est le bout du monde d'un bout du monde. Un dédale d'îlots, de chenaux et de mangroves, le formidable terrain de jeu de Jean Broudissou. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte que la Calédonie est aussi grande. Ils arrivent, ils viennent visiter une petite île d'outre-mer. Ils arrivent en Calédonie, ils font des heures et des heures de route. Il faut bien se rendre compte que quand on part du sud, on vient dans le nord, c'est 7 ou 8 heures de voiture, c'est très long. Jean Broudissou a débarqué en Nouvelle-Calédonie alors qu'il avait 20 ans à peine, au tout début des années 70. Après 68, mouvement 68 art, un petit peu, tout ça, on avait envie de vivre sous les tropiques. Ça représentait vraiment pour quelqu'un de Limousin comme moi, tout ça, c'était la liberté. La Nouvelle-Calédonie, c'est la nature, très peu d'habitants au kilomètre carré, t'es partout, tu vis dans la nature. Et puis ce lagon qui est fabuleux, quoi. C'est ce qui a fait que j'ai passé ma vie en Calédonie. J'ai pas pensé une seule minute à repartir. Après des années de bourlingue, Jean a posé ses valises à Point Gamme, sur la dernière rive du lagon, accessible par la piste. Infatigable entrepreneur, Jean s'est lancé dans 1000 projets, pourvu qu'il soit un peu fou et connecté à Mère Nature. En 2010, en pariant sur la teneur en sel de l'eau du lagon, Jean a fait de la Vasière de Caux le seul marais salon de l'archipel. Les marais salants, à une époque, il y en avait pas mal en Nouvelle-Calédonie parce que le sel était un produit de conservation avant qu'il y ait l'électricité. Et puis le jour où l'électricité est arrivée, tous les marais salants ont fermé leurs portes. Et maintenant, donc, on fait du sel, nous, pour la cuisine, pour la bouche, du sel de bouche. L'eau arrive du Pacifique Sud, l'océan le plus pur de la planète. Elle traverse la grande barrière de corail qui fait le tour de la Nouvelle-Calédonie. Après, elle traverse le lagon calédonien qui fait 40 km à l'endroit où on est. Et elle passe dans la mangrove, avec toute l'argile qu'il peut y avoir à l'intérieur, tous ces micro-organismes qui sont là. Et là, on la retient prisonnière. Et puis après, quand on arrive à avoir un bon taux de teneur en sel, on fait le principe du marais salant qu'on a, il faut quand même le reconnaître, qu'on a copié sur Guérande. Accompagné d'Hervé, un guide de pêche passionné, Jean s'offre une virée dans un lieu qui a fait basculer l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, le chenal de Beaudepasse. J'en tiens un ou quoi? Ah non, ça merde. Il y a une touche là quand même. Là voilà, donc on a le chenal de Beaudepasse juste devant nous. L'île verte, l'île de Baaba, l'île des chevaux sauvages. Et l'île rouge dans le fond, là, qui se détache très bien, là qu'on voit bien dans le haut soleil, c'est l'île de Yangéban. Située à l'entrée ouest de Beaudepasse, Yangéban entre dans l'histoire sous Napoléon III.
L'intérêt stratégique du chenal n'a pas échappé aux autorités françaises. Il offre un précieux raccourci pour allier les deux côtes de la Grande Terre. Mais en 1850, une mission hydrographique tourne mal. 12 marins finissent au menu des guerriers anthropophages de l'île Rouge. En guise de représailles, Yengheban est mise à feu et à sang, et 3 ans après les faits, en 1853, le massacre des marins français sert de prétexte à l'empereur pour étendre son emprise coloniale. Donc Napoléon III, quand il a appris qu'il avait eu des gens de la marine nationale qui s'étaient fait massacrer sur l'île, qu'il y avait eu tout ce sang qui avait coulé là, sur l'île, donc il a dit bon allez, on part et on prend possession de la Nouvelle-Calédonie. Parce que la Nouvelle-Calédonie était la dernière grande terre sur la planète qui avait pas, où il n'y avait personne qui avait vraiment planté son drapeau, quoi. Donc là, il a dit, allez hop, on y va et on prend possession de l'île. Et c'est comme ça que la Nouvelle-Calédonie est devenue française. Avec ce leurre, là, on n'attrape que des poissons nationalistes. Et le 14 juillet particulièrement. Allez, c'est parti. Méconnu des Calédoniens, l'histoire de Yengheban a piqué la curiosité de Jean Brodissou. Mis en fuite par les marins français, les guerriers de l'île Rouge ont longtemps laissé l'île inhabitée. Mais son intérêt stratégique a attisé les convoitises. Pour contrôler Beaudepasse, une tribu du Nord, les puissants Baou, ont déplacé les habitants d'une île voisine pour en faire les gardiens de Yengheban. Passionné d'histoire locale, Jean a rendez-vous ce jour-là avec André Polo, le doyen de l'île Rouge. André, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Yengheban? Ça va. Ça va bien? Oui. Mais voilà, l'historique, c'est nous les gens d'ici. On n'est pas des gens d'ici, on est des Néba. Mais ici, c'était au Baou. Et il nous a amenés, demandé de venir pour faire gardien de la passe, de cette passage-là. Regardez tout le passage de... Pour pas que les gens y traversent. Pour pas que les gens qui sont sur la Grande Terre viennent ici, oui, pour garder, pour empêcher. Pour éviter que tous les guerriers y traversent. Et c'est pour ça qu'on a habité ici à Yengheban, jusqu'à aujourd'hui. Voilà la vraie historique de Yengheban. Emporté par le tourbillon de l'histoire coloniale, André est donc le descendant des sentinelles de Beaudepasse. Mais impossible de savoir précisément quand les Mélanésiens ont repris possession de l'île Rouge. Toi, tu en parles, tu connais beaucoup de choses parce que tu es le plus vieux de l'île, tout ça. Bon, moi, j'en ai appris un tout petit peu en lisant des textes, mais il y en a un, c'est sûr, qui connaît bien l'histoire de Yengheban parce qu'il l'a vécu. C'est celui sur lequel tu es assis. C'est ce tamanou, là, cet énorme tamanou, là, tout ça qui, lui, c'est sûr qu'il était là il y a des siècles certainement qu'il est là. Et lui, il connaît bien, mais bon, je parle beaucoup de langues, mais j'arrive pas à parler le tamanou encore. À l'abri des soubresauts de l'histoire, mais pas de l'appétit des pêcheurs, la grande mangrove de Béaba jouxte le chenal de Beaudepasse et offre un superbe garde-manger aux pêcheurs de Yengheban. Jean et Hervé s'enfoncent dans les chenaux à la recherche du poisson roi des tables calédoniennes, le picot. On le trouve un peu dans des endroits comme ça, là, dans des chenaux, voilà, dans les chenals comme ça, parce que c'est envahi des mangroves sur le côté. Donc c'est là où le picot, elle rentre pour aller chercher un peu de la bouffe, surtout dans les palétuviers. Ben là, comme en ce moment c'est marée haute, donc ils sont dedans là. Et une fois quand la marée va descendre, donc ils vont sortir un peu pour rester juste à la rentrée du chenal. Alors le picot, on l'appelle aussi
le poulet de la mer ici. C'est un blanc, de la chair blanche, comme ça, c'est des poissons relativement plats. Une chair blanche très goûteuse, il n'y a pas d'arête, rien, c'est vraiment super, super bon. Bon produit, celle-ci. C'est le filet qu'on va flotter là-haut. Sur la route du Picot, les pêcheurs croisent un autre habitant de la mangrove, réputé lui aussi pour son goût. Ah ben tiens, il y a un crabe ici là. En plus c'est un gros. Là il a passé le flotteur. Vous entendez comment ça a craqué là? Et là il faut faire toujours attention. Crabe de palétuvier. Et voilà. Comme pour le crabe, la pêche au picot demande quelques précautions. Les piquants dessus, là, tu vois, au niveau du dorsal, c'est que ça pique vraiment. Là, si vous ramassez un piqueur de picot, comme il y a le venin dedans, donc ça fait mal. Attention. Ah, là, ça regarde. C'est vrai? La peau du picot, quand tu fais dorer ton picot, tu le fais dorer là, avec un petit peu d'huile, un petit peu de beurre, là, tout ça, tout doucement. Et la peau du picot, tu la manges, elle te fait rêver. La nuit, tu fais de super beaux rêves. En Nouvelle-Calédonie, Neptune a fait l'artiste avec une époustouflante fantaisie. Patiemment construite par le corail pendant des millions d'années, la Grande Barrière constitue un exceptionnel barrage contre les assauts du Pacifique. Le lagon calédonien déroule 1600 km de barrière récifale, un écosystème corallien complexe et extrêmement varié, le plus grand de la planète après la Grande Barrière d'Australie. Le lagon abrite une myriade d'îlots et de récifs immergés qui constituent chacun une fragile oasis de vie sous-marine. Sillonner le lagon, c'est le quotidien de Sandrine Job. Biologiste, spécialiste des écosystèmes récifaux, Sandrine anime l'association Paladalic. La mer te parle en langue mélanésienne. Et tu remontes la passe vers l'extérieur. Il y a un tout petit pied de palétuvier, parce que la station de suivi, elle est sous le pied de palétuvier. Donc c'est facile comme repère. Plongeurs amateurs, les volontaires de Paladalic surveillent une soixantaine de récifs témoins Tu peux t'approcher un tout petit peu? disséminés dans l'immense lagon calédonien et les îles Loyauté. Démarrage de la station, nickel. Tu peux te mouiller où tu veux, Pierre, par là, là. Donc là, on est à l'îlot Signal. Donc c'est un îlot qui est situé à une dizaine de kilomètres de Nouméa. Donc ici, nous avons une station de suivi. Donc c'est une station qui a été installée en 1997 par la province Sud. Donc c'est une des toutes premières stations de suivi du réseau d'observation des récifs coralliens de Nouvelle-Calédonie. Donc tous les ans, nous revenons à cet endroit précis pour suivre l'état de santé des récifs. Un chef-d'œuvre sous-marin, foisonnant de vie et d'une extrême fragilité. Le lagon calédonien offre une biodiversité marine parmi les plus riches de la planète. 400 espèces de coraux, 2000 espèces de poissons répertoriées et beaucoup d'autres encore à découvrir. Boussole, décamètre et carnet d'observation en main, les plongeurs de Paladalic répertorient la vie du récif sur un linéaire de 100 mètres, tenu en laisse par les rigueurs de l'observation scientifique. Il y a des dizaines de milliers d'espèces
au niveau du récif. Mais nous n'allons regarder que ce que nous considérons comme des espèces cibles, c'est-à-dire qu'il y a des espèces qui vont donner un signal au niveau du récif, soit sur sa vitalité, soit sur sa dégradation. Après une bonne heure de plongée, Sandrine et ses acolytes ont bouclé leurs observations et le bilan est plutôt rassurant. 17 ans après les premières plongées scientifiques, le récif de l'îlot Signal n'a pas bougé. Alors le lagon de Nouvelle-Calédonie est particulièrement en bon état de santé. Certes, il y a des dégradations qui sont localisées, mais très rapidement, en fait, elles sont dispersées, je dirais, dans l'immensité de ce lagon par le jeu des passes et des forts courants qu'il y a. L'avantage de la Nouvelle-Calédonie, c'est surtout qu'il y a très peu de monde, donc une faible pression humaine. Il faut savoir qu'il y a 250 000 habitants en Nouvelle-Calédonie, selon les derniers recensements, dont les 3/4 de la population habitent sur Nouméa. Donc quitter le Grand Nouméa, il n'y a pratiquement plus personne qui exerce une pression sur le lagon. En 2008, les 2/3 du lagon de Nouvelle-Calédonie ont été classés au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. L'agence de l'ONU a reconnu l'exceptionnelle richesse des eaux de l'archipel. Le précieux label est venu compléter la création d'un code de l'environnement local et une liste de sites strictement protégés. Avoir le label UNESCO ne se fait pas sans rien, puisque il faut tous les 6 ans montrer en fait que le bien, donc en l'occurrence le récif et les lagons de Nouvelle-Calédonie, est resté dans le même état de conservation que 6 ans avant. Nous, habitants de Nouvelle-Calédonie, ce qui va nous intéresser dans ce label, c'est qu'on a un gage de maintien de l'état de santé des récifs. Puisque pour continuer à être labellisé UNESCO, il faut maintenir dans le même état de santé. Donc même si politiquement ça a peut-être d'autres intérêts, mais en tout cas en tant qu'habitant de la Nouvelle-Calédonie, en tant qu'amoureux du lagon et en tant que plongeur, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un gage de sécurité de retrouver ce récif-là encore dans le même état pour les décennies à venir. Aussi grand soit-il, le lagon calédonien n'est pas exempt de menaces, même sur ses rivages les plus isolés. Battue par les vents et la pluie, la côte est de la Grande Terre offre quelques-uns des paysages les plus sauvages de la Nouvelle-Calédonie. Accessible uniquement par bateau et pratiquement inhabitée, la côte oubliée a la magie des grands espaces vierges, à un petit détail près. Dans la commune de Thio, l'exploitation minière a saigné les paysages de terribles balafres. Les montagnes regorgent de nickel, le précieux minerai dont la Nouvelle-Calédonie est l'un des plus gros producteurs au monde. À la fin des années 70, la tribu de Petit Borendi a défrayé la chronique en s'opposant à l'exploitation minière du massif de Ngoy. Un souvenir qui laisse un goût amer à Johannes et Georgette Nonquet. Car l'ancien exploitant a laissé la mine en l'état et abandonné des tas de minerais et jamais déblayés. Voilà, et on a ça sur le dos. Et quand il pleut, il y a toute la pollution qui descend en mer. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Ils l'ont déboussé. Et ils sont partis. Notre végétation, elle n'est pas plus bonne qu'avant. Vous voyez les crêtes des montagnes là-haut, c'est tout dépioté, c'est tout... À chaque fois qu'il pleut, c'est la même chansonnette. C'est toute la côte qui est polluée. Dans les fonds de baie surtout, le rouge de la terre étouffe le corail et rappelle l'insatiable appétit pour leur ver calédonien. Regarde, il est quand même joli comme morceau, non? Mais pas question pour Georgette de laisser revenir les exploitants miniers.
Moi, tant que je vis encore, je dis non. Je dis au moins non 5 fois. Non, non, non et non. Là, ils veulent exploiter, ils veulent faire du sondage. On dit non. C'est vrai, il y a des sous, mais qu'est-ce qu'on a pour des sous? Nos ancêtres, ils ont vécu sans le sou. C'est ce qu'on peut faire. On a la mer qui est là pour nous nourrir. On a la terre pour travailler. C'est seulement le feignant qui a faim, qui crève de faim. Mais c'est lui qui est courageux, il va dans son champ, il va à la pêche, et puis voilà. Malgré de sérieux efforts de reforestation, les mines de nickel mettent en danger l'autre grand trésor de l'archipel, sa végétation. Endémiques à près de 80%, les plantes calédoniennes sont au cœur de la culture mélanésienne. Difficile pourtant d'imaginer la Nouvelle-Calédonie sans ses mines de nickel. L'archipel possède à lui seul le quart des réserves mondiales et au prix d'énormes investissements, 2 nouvelles usines ont fleuri sur les rives du lagon, l'une au sud, l'autre au nord de la Grande Terre. À terme, le nickel pourrait représenter près de 40% du PIB du pays, déjà classé parmi les 4 territoires les plus riches du Pacifique. De quoi doucher les ardeurs des plus fervents défenseurs de la nature. À Petit Borendi, Georgette répète chaque matin le même rituel. Face à la mer, elle confie ses prières à François d'Assise, saint patron de l'écologie dans la religion chrétienne. Il n'avait pas de maison à lui. Il était dans les arbres, dans la nature, il rencontrait les animaux, il aimait les oiseaux. Et pour te dire que sa maison à lui, c'est la nature, hein, ça te fait réfléchir. Georgette est célèbre dans tout le pays pour sa connaissance des plantes médicinales. Ce matin-là, elle prépare une décoction à base de plantes du bord de mer pour sa petite fille Hélène. Ici, c'est niemeuil dans la langue. Et c'est la marguerite sauvage. Ça sera pour la petite marmite à bébé, comme pour nous aussi, pour manger dans les poissons tout à l'heure. Voilà. Et ça, il y en a qui le font en salade, ils font avec les bénitiers, on le fait cuire aussi avec la tortue. La petite marmite qu'on va la faire, c'est pour compléter le sein maternel. Pour le repas de l'enfant, chez la femme mélanésienne. Et c'est ça, ce sont des plantes nutritives. Les vertus des plantes, j'ai appris avec mes anciens. J'aimais bien écouter à côté du feu quand ils me parlaient, voilà, il y a ça, 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 pour soigner, pour guérir. Et c'est comme ça que j'ai appris, parce que j'aimais bien écouter les anciens quand ils parlaient. Là, 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 là. En un petit quart d'heure de cueillette, Georgette a réuni les 5 plantes médicinales nécessaires à sa recette. Élevée dans la tribu, à 2 heures de bateau de la première ville, tous ses enfants ont goûté à sa petite marmite. Et sans doute pleuré à chaudes larmes, car le breuvage, il est vrai, est un brin amer. Parce qu'elle a goûté les boissons gasseuses un peu, elle a goûté autre chose de bon, mais ça n'empêche pas qu'on soit courageux, c'est bien faire sa marmite quand on est à la tribu, tu vois. Dans les points des tribus, tu fais tout ce que tes parents ils t'ont appris. Dans le nord de la Grande Terre,
les collines de Poum offrent un terrain idéal à la plus célèbre plante médicinale de Nouvelle-Calédonie. Connu des Mélanésiens depuis la nuit des temps et découvert à la fin du 19e siècle par un pharmacien français, le niaouli est devenu l'arbre emblématique de l'archipel. Salut mesdames. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Alors comment ça va, ça s'est bien passé? Ouais, bon. Vous avez bien coupé? Oui. Ouais. Ouais, ça va, il y a un bon petit tas là quand même, vous en avez fait pas mal. Le niaouli, c'est quelque chose qui poussait aussi dans des endroits très, très particuliers. C'était une plante de marécage. Hein. Il fallait qu'il ait ses racines dans l'eau. Mais il a une graine qui est très, très, très légère et qui s'envole donc facilement avec le vent. Comme la Calédonie a bien brûlé pendant des années, on a débroussé la Calédonie pour faire de l'élevage, pour faire de la mine, tout ça, on mettait le feu. Et le niaouli, la graine de niaouli est venue partout. Et l'arbre a recouvert toute la grande terre. C'est le seul endroit sur la planète où on trouve autant de niaouli au kilomètre carré, quoi. C'est quelque chose de fabuleux. Alors le niaouli, Melaleuca quinquenervia, c'est l'arbre qui donne l'huile essentielle de goménol, hein, l'huile de niaouli, une très très bonne myrtacée. Et l'huile goménolée était bien connue en France. Pendant longtemps, ça a été le produit miracle. Hein. C'était vraiment les médicaments miracles. Il y a deux grands principes actifs dans le niaouli. Il y a ce qu'on peut appeler l'eucalyptol, hein, qui est basé sur, qui va soigner tout ce qui peut être ORL. Et puis le viridiflorol à l'intérieur, qui va soigner tous les problèmes de peau, de cicatrisation. Tout ça, c'est contenu dans le viridiflorol. Malgré son exceptionnelle concentration en produits actifs, le niaouli calédonien subit de plein fouet la concurrence des pays en voie de développement, Madagascar en tête. Jean Broudissou se contente lui d'exploiter une petite distillerie artisanale installée à Poingam. Une fois par semaine, le chaudron est rempli de feuilles de niaouli récoltées par les tribus du nord de la Grande Terre. Alors pour une distillation, pour 1 tonne de feuilles de niaouli, on va récolter à peu près 6 litres d'huile essentielle, 5 à 6 litres d'huile essentielle. Après 24 heures de distillation à la vapeur, les feuilles de niaouli livrent leur précieuse essence. La vapeur passe à travers les feuilles de niaouli, elle dissout au passage la quantité infime d'huile qui est contenue dans chaque feuille, et puis après ça repasse dans ce condenseur, ça recondense la vapeur, qui ressort ici, et là on voit une séparation instantanée de l'huile et de l'eau. Donc l'huile de niaouli qui est plus légère que l'eau va se monter, va rester en surface, et l'eau florale va se mettre dans la partie basse, elle est évacuée par le bas. On a commencé en 2006. On avait trouvé un laboratoire autrichien qui recherchait du niaouli à viridiflorol. C'est pour ça qu'on a monté la distillerie. Et puis on n'a pas réussi à la produire suffisamment. L'inconvénient des gens en Europe, c'est qu'ils parlent toujours en tonnes, en dizaines de tonnes, tout ça. Alors que nous, en Calédonie, bon, on aime bien parler en kilos. Aussi bien pour le sel que pour les huiles essentielles. Avec la foi des précurseurs, Jean Broudissou s'est lancé dans une dernière expérience, unique à ce jour dans le lagon calédonien. En échangeant avec des scientifiques, Jean s'est aperçu qu'une dizaine d'espèces d'algues étaient parfaitement comestibles. Aussitôt dit, aussitôt fait. Jean a démarré une petite exploitation, parfaitement artisanale elle aussi. Là, ces algues, après, on va les mettre, on va les trier, bien les nettoyer, et on les fait sécher. Après, on les broie pour faire de la poudre d'algues. Puis après, on la commercialise comme ça en petits pots, ou mélangé avec le sel aussi. La cueillette se fait au jour le jour, à l'aide de radeaux en bambou bricolés avec les moyens du bord.
En 2 heures de temps à peine, Jean et son équipe ont récolté une 50aine de kilos d'algues, largement de quoi assurer la prochaine commande. À terre comme en mer, Jean Brodissou a fait de Point-Gamme son pays de cocagne. À 60 ans passés, l'aventurier a trouvé son paradis et fait de la nature calédonienne un inépuisable réservoir de projets. Bon, en Calédonie, il y a une matière qui est super importante, où là c'est vraiment la grosse industrie, c'est faire du nickel. Donc j'ai commencé, quand je suis arrivé en Calédonie, j'ai travaillé 3 jours quand même dans une mine, puis je me suis dit non, c'est vraiment pas fait pour moi, quand même, c'est vraiment pas ça. Et puis après, bon, je me suis fait restaurateur, et puis de fil en aiguille, j'ai toujours dire, bah tiens, j'ai mon restaurant, on va essayer de l'approvisionner directement, une partie avec le lagon, une partie avec le jardin, on va faire des produits bio. Je serais parti élever des biquettes en Lozère, tout ça pour faire du fromage de chèvre. Je pense que ça aurait été pareil, mais je me serais limité au fromage de chèvre. Alors qu'ici, bon, je suis arrivé dans un pays, si tu veux, où c'est super sympa, où on peut faire quand même beaucoup de choses, beaucoup d'activités. C'est chouette, quoi. Hein, c'est bien, mais c'est mon rêve de 68 arts qui s'est réalisé, tout à fait. À 100 km à l'est de la Grande Terre, une île fait doucement germer d'autres rêves en vert et bleu. Plus vaste que la Martinique, mais peuplée d'à peine 9000 habitants, Lifou est la plus grande des îles Loyauté. Vous voyez, le bleu ici, ça ne triche pas, c'est du bleu, vraiment du bleu. Et le vert, c'est vraiment du vert, vivant. Quand vous survolez en avion, on a comme l'impression qu'il n'y a personne qui vit dedans. Alors, les tribus sont un petit peu dispatchées dans les 3 districts, mais sinon, c'est vert, c'est que du vert. Enfant de Lifou et chef de la tribu des Ounété, Bassier Igésier se consacre depuis 10 ans à protéger l'exceptionnel patrimoine naturel de son île. Nous sommes juste à 300 mètres de la mer, on est un petit peu à l'intérieur des terres. On ne fait qu'emprunter les sentiers des anciens pour se rendre à la plage, là, à la réserve naturelle coutumière. C'est la grande œuvre de Bassier, le lancement de la toute première réserve coutumière de Lifou. Un projet concocté avec son complice Olivier Hébert, ornithologue naturaliste, installé depuis 15 ans dans les îles Loyauté. Donc là, on entend des siffleurs dorés. C'est un oiseau qui est présent à Lifou, surtout dans le nord de l'île et surtout dans cette zone ici de Ngoni. En Nouvelle-Calédonie, c'est le seul endroit où il y en a avec OVA. Et du coup, là, ils sont très actifs et c'est des oiseaux vraiment qui donnent une couleur sonore à la forêt absolument extraordinaire. C'est un des nombreux enchantements de la forêt. Ouais. La forêt de Lifou est vraiment quelque chose d'absolument exceptionnel dans le sens où c'est une immense forêt primaire qui recouvre à peu près 70% de Lifou. Et après, on a de la forêt secondaire autour et tout ça. Et tout ça, ça fait 1000 km² de forêt d'un seul tenant. Donc c'est un espace naturel qui est vraiment très particulier. C'est comme si un peu on avait mis un morceau d'Amazonie au milieu du Pacifique. Il y a de ça, et puis en même temps, c'est pas d'Amazonie non plus, parce qu'on est sur un socle calcaire qui est donc un socle corallien, qui donc fait qu'il y a très peu de sol, il y a très peu de terre. Donc les arbres se sont accrochés à cette terre-là, la végétation, les animaux, tout ce qui vit ici s'est accroché à cette terre, alors que c'était pas forcément très favorable au départ. Et tout ça, c'est quelque chose d'unique. Lifou était autrefois un atoll, comme ceux que l'on trouve un peu partout dans le Grand Pacifique. Il y a des millions d'années, l'activité volcanique a brusquement surélevé l'île. Les récifs coralliens se sont retrouvés à l'air libre et sculptent désormais un littoral pas franchement hospitalier. Les plages sont rares à Lifou, mais après 3/4 d'heure de marche, la réserve coutumière dévoile son joyau. Nurserie pour les poissons côté récif et lieu de ponte pour les tortues côté plage, Ngoni a gardé une pureté quasi originelle.
du monde. Il y a du monde sur la côte, là, ouais. Et bizarrement, ils sont à l'intérieur des côtes, quoi. Ils sont là, tout près. Ouais, mais ils utilisent le vent. Large, si tu veux. Ouais, mais ce qui s'est passé, c'est que... Ce jour-là, la réserve offre un spectacle exceptionnel. Le passage de milliers d'oiseaux marins en transhumance vers l'île voisine d'Ouvéa. Donc là, on a des puffins du Pacifique, Puffinus pacificus. C'est donc des oiseaux marins qui sont les plus communs dans la région. Mais la Nouvelle-Calédonie en général et les Loyautés en particulier ont une grosse concentration de ces oiseaux-là. Donc nous, sur l'Ifou, on n'a pas de grosse colonie, mais tout le travail de protection de la réserve consiste à essayer de faire en sorte qu'ils reviennent s'installer ici. Les puffins sont des oiseaux qui font des terriers, donc ils ont besoin de sable. Et ici, c'est un des très rares endroits sur l'Ifou, sur l'ensemble de l'île, où il y a vraiment du sable et une dune qui permet de pouvoir creuser des terriers éventuellement dans le sable. On sait dans les autres îles et dans les autres endroits que c'est surtout à cause des rats que les oiseaux marins ont disparu. Et ici à l'Ifou, actuellement, il n'y a plus de colonies d'oiseaux marins, parce qu'elles ont été probablement totalement éliminées par les rats. Et donc nous, en essayant de réguler les rats noirs, ici, et les surmulots, enfin les rats noirs qu'on trouve beaucoup ici, on espère que les oiseaux marins vont pouvoir revenir s'installer. Ouverte aux visiteurs, mais interdite à toute forme de prélèvement, la réserve coutumière de Ngoni est mise sous la protection des jeunes de la tribu. On voit qu'elle a été chercher du sable pour renflouer ici. Là-bas, c'est un peu la même chose. Et puis là, on a une espèce de petite cuvette là, ici, là, qui est probablement une émergence, quoi. À moins qu'elle soit venue pondre en fait jusqu'ici et que c'est celui-là qui soit le deuxième qui nous intéresse aujourd'hui, quoi. Reconnaissance des espèces, règles d'observation. Avec l'appui technique d'Olivier, Bassier a lancé le programme de formation des futurs gardes nature de la réserve. Donc là, a priori, c'est émergé. Si on ne fait pas confiance à la jeunesse, comment veux-tu faire avancer un pays? Bien sûr, nous les adultes, au niveau des coutumiers, tout ça, nous sommes là pour garantir, conseiller et avoir des recommandations. Mais être en action sur le terrain, pour moi, c'est une gage de confiance et de réussite à long terme, bien sûr. Comme ses voisines des îles Loyauté, Ouvéa et Marais, l'Ifou est en grande partie préservé de l'impact humain. Mais ses fonds marins attisent les convoitises. Contrairement à la Grande Terre de Nouvelle-Calédonie, l'Ifou est directement ouverte sur l'océan. Elle ne possède ni lagon, ni récif barrière. La vie corallienne s'est développée ici sur un étroit liseré qui épouse le littoral, le récif Frangeant. Extraordinairement claires et poissonneuses, les eaux de l'Ifou sont parmi les plus belles du Pacifique. Un paradis pour les amateurs de plongée en général et les chasseurs sous-marins en particulier. Comme la plupart des jeunes de l'Ifou, Lino pêche en apnée depuis qu'il est tout gamin. Pour l'adrénaline et la quête du plus beau trophée, Lino a souvent cédé au travers des fanas de la gâchette, avant de se rappeler la règle des pêcheurs mélanésiens: tu ne prélèveras que ce dont tu as strictement besoin. Nous, notre culture, elle est beaucoup liée à la nature, à notre biodiversité. La mer, la terre, les arbres, on est très liés avec la nature. Si demain, il y a des espèces qui disparaissent, ben, c'est une partie de notre culture qui disparaît aussi.
Anne Goni, les futurs gardes nature s'attaquent à une tâche un peu ingrate, mais indispensable à l'avenir de la réserve, la chasse au rat noir. L'envahisseur omnivore a un point faible, son goût immodéré pour la noix de coco. Ben, là, on a mis les tapettes en hauteur. C'est pour plus sélectionner le rat noir. Comme les rats noirs, ils grimpent, pas comme les rats du Pacifique. Ils ne sont pas trop grimpeurs. Alors que les rats noirs, ils peuvent grimper au cocotier. Et puis éviter aussi les crabes de cocotier et Bernard l'ermite. C'est que pour on essaie d'éliminer que le rat noir. Encore un? Encore une. Il y a bien une petite semelle là. Et ouais. Impossible d'éradiquer totalement le rat noir de l'Ifou. Mais en maintenant une pression constante sur l'espèce, les gardes nature espèrent donner un peu d'air aux victimes de l'envahisseur. Donc on est sur la ligne 2. Hein, ligne 2. Un ratus, c'est une moyenne. Hein, ouais, une bonne moyenne, on va dire. Ben, des fois, quand on arrive dans une forêt, quand il n'y a pas de vie, on sait que si le rat noir, il est là, il est quelque part. Mais on peut que juste faire réduire la population et puis maintenir la pression pour laisser à d'autres espèces de pouvoir bien se reproduire. Les rats sont arrivés avec les bateaux au fur et à mesure. Et plus il y a de bateaux qui arrivent, plus il y a de containers qui arrivent, plus il y a de nouvelles populations qui s'installent. Et le rat noir est installé depuis suffisamment longtemps à l'Ifou pour avoir beaucoup impacté le milieu naturel. Et c'est aujourd'hui malheureusement tellement avancé qu'il n'y a